que tu avais des succès dans le monde. L'on parle d'une dame, et l'on se tait du reste. Avec nous, s'entend. Dis donc, Eugène, si tu voulais, nous pourrions nous passer de mouchoirs et nous te ferions des chemises. Réponds-moi vite à ce sujet. S'il te fallait promptement de belles chemises bien cousues, nous serions obligés de nous y mettre tout de suite. Et s'il y avait à Paris des façons que nous ne connussions pas, tu nous enverrais un modèle, surtout pour les poignets. Adieu, adieu. Je t'embrasse au front du côté gauche, sur la tempe, qui m'appartient exclusivement. Je laisse l'autre feuillet pour Agathe, qui m'a promis de ne rien lire de ce que je te dis. Mais pour en être plus sûr, je resterai près d'elle pendant qu'elle t'écrira. Ta sœur qui t'aime. Laure de Rastignac. Oh oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout prix. Des trésors ne paieraient pas ce dévouement. Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensemble. 1550 francs, se dit-il après une pause. Il faut que chaque pièce porte coup. Laure a raison, nom d'une femme. Je n'ai que des chemises de grosse toile. Pour le bonheur d'un autre, une jeune fille devient rusée autant qu'un voleur. Innocente pour elle et prévoyante pour moi. Elle est comme l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la terre sans les comprendre. Le monde était à lui. Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant monsieur de Trailles, Rastignac avait compris l'influence qu'exercent les tailleurs sur la vie des jeunes gens. Hélas, il n'existe pas de moyenne entre ces deux termes. Un tailleur est ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la facture. Eugène rencontra dans le sien un homme qui avait compris la paternité de son commerce, et qui se considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi, Rastignac reconnaissant a-t-il fait la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard. Je lui connais, disait-il, 2 pantalons qui ont fait faire des mariages de 20 000 livres de rente. 1500 francs et des habits à discrétion. En ce moment le pauvre méridional ne douta plus de rien et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme quelconque. À l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux qu'auparavant, il se sent un point d'appui pour son levier, il a le regard plein, direct, il a les mouvements agiles. La veille, humble et timide, il aurait reçu des coups. Le lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs. Il veut tout et peut tout. Il désire à tort et à travers. Il est gai, généreux, expansif. Enfin, l'oiseau n'a guère sans aile à retrouver son envergure. L'étudiant sans argent happe un brin de plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers 1000 périls. Il le casse, en suce la moelle et court encore. Mais le jeune homme qui fait mouvoir dans son gousset quelques fugitives pièces d'or déguste ses jouissances, il les détaille, il s'y complaît, il se balance dans le ciel, il ne sait plus ce que signifie le mot misère. Paris lui appartient tout entier. Âge où tout est luisant, où tout scintille et flambe, âge de forces joyeuses dont personne ne profite, ni l'homme, ni la femme. Âge des dettes et des vives craintes qui décuplent tous les plaisirs. Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la Seine, entre la rue Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie humaine. Ah, si les femmes de Paris savaient, se disait Rastignac en dévorant les poires cuites, à 1 liard la pièce, servies par madame Vauquer, elles viendraient se faire aimer ici. En ce moment, un facteur des messageries royales se présenta dans la salle à manger après avoir fait sonner la porte à claire-voix. Il demanda monsieur Eugène de Rastignac, auquel il tendit 2 sacs à prendre et un registre à émarger. Rastignac fut alors sanglé comme d'un coup de fouet par le regard profond que lui lança Vautrin. Vous aurez de quoi payer des leçons d'armes et des séances au tir, lui dit cet homme. Les galions sont arrivés, lui dit madame Vauquer en regardant les sacs. Mademoiselle Michonneau craignait de jeter les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa convoitise. Vous avez une bonne mère, dit madame Couture. Monsieur a une bonne mère, répéta Poiret. Oui, la maman s'est saignée, dit Vautrin. Vous pourrez maintenant faire vos farces, aller dans le monde
y pêcher des dots et danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête. Mais croyez-moi, jeune homme, fréquentez le tir. Vautrin fit le geste d'un homme qui vise son adversaire. Rastignac voulut donner pour boire au facteur et ne trouva rien dans sa poche. Vautrin fouilla dans la sienne et jeta 20 sous à l'homme. Vous avez bon crédit, reprit-il en regardant l'étudiant. Rastignac fut forcé de le remercier, quoique depuis les mots aigrement échangés, le jour où il était revenu de chez madame de Beauséant, cet homme lui fut insupportable. Pendant ces 8 jours, Eugène et Vautrin étaient restés silencieusement en présence et s'observaient l'un l'autre. L'étudiant se demandait vainement pourquoi. Sans doute les idées se projettent en raison directe de la force avec laquelle elles se conçoivent et vont frapper là où le cerveau les envoie, par une loi mathématique comparable à celle qui dirige les bombes au sortir du mortier. Divers en sont les effets. S'il est des natures tendres où les idées se logent et qu'elles ravagent, il est aussi des natures vigoureusement munies, des crânes à remparts d'airain sur lesquels les volontés des autres s'aplatissent et tombent comme les balles devant une muraille. Puis il est encore des natures flasques et cotonneuses où les idées d'autrui viennent mourir comme des boulets s'amortissent dans la terre molle des redoutes. Rastignac avait une de ces têtes pleines de poudre qui sautent au moindre choc. Il était trop vivacement jeune pour ne pas être accessible à cette projection des idées, à cette contagion des sentiments dont tant de bizarres phénomènes nous frappent à notre insu. Sa vue morale avait la portée lucide de ses yeux de lynx. Chacun de ses doubles sens avait cette longueur mystérieuse, cette flexibilité d'aller et de retour qui nous émerveille chez les gens supérieurs, bretteurs habiles à saisir le défaut de toutes les cuirasses. Depuis 1 mois, il s'était d'ailleurs développé chez Eugène autant de qualités que de défauts. Ces défauts, le monde et l'accomplissement de ses croissants désirs les lui avaient demandés. Parmi ces qualités se trouvait cette vivacité méridionale qui fait marcher droit à la difficulté pour la résoudre et qui ne permet pas à un homme d'outre-Loire de rester dans une incertitude quelconque, qualité que les gens du Nord nomment un défaut. Pour eux, si ce fut l'origine de la fortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa mort. Il faudrait conclure de là que quand un méridional sait unir la fourberie du Nord à l'audace d'outre-Loire, il est complet et reste roi de Suède. Rastignac ne pouvait donc pas demeurer longtemps sous le feu des batteries de Vautrin sans savoir si cet homme était son ami ou son ennemi. De moment en moment, il lui semblait que ce singulier personnage pénétrait ses passions et lisait dans son cœur, tandis que chez lui tout était si bien clos qu'il semblait avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui sait, voit tout et ne dit rien. En se sentant le gousset plein, Eugène se mutina. Faites-moi le plaisir d'attendre, dit-il à Vautrin qui se levait pour sortir après avoir savouré les dernières gorgées de son café. Pourquoi? Répondit le quadragénaire en mettant son chapeau à larges bords et prenant une canne en fer avec laquelle il faisait souvent des moulinets en homme qui n'aurait pas craint d'être assailli par 4 voleurs. Je vais vous rendre, reprit Rastignac, qui défit promptement un sac et compta 140 francs à madame Vauquer. Les bons comptes font les bons amis, dit-il à la veuve. Nous sommes quittes jusqu'à la Saint-Sylvestre. Changez-moi ces 100 sous. Les bons amis font les bons comptes, répéta Poiret en regardant Vautrin. Voici 20 sous, dit Rastignac, en tendant une pièce au sphinx en perruque. On dirait que vous avez peur de me devoir quelque chose, s'écria Vautrin, en plongeant un regard divinateur dans l'âme du jeune homme, auquel il jeta un de ces sourires goguenards et diogéniques, desquels Eugène avait été sur le point de se fâcher 100 fois. Mais oui, répondit l'étudiant qui tenait ses 2 sacs à la main et s'était levé pour monter chez lui. Vautrin sortait par la porte qui donnait dans le salon, et l'étudiant se disposait à s'en aller par celle qui menait sur le carré de l'escalier. Savez-vous, monsieur le marquis de Rastignacorama, que ce que vous me dites n'est pas exactement poli, dit alors Vautrin en fouettant la porte du salon et venant à l'étudiant qui le regarda froidement. Rastignac ferma la porte de la salle à manger en emmenant avec lui Vautrin au bas de l'escalier. Dans le carré qui séparait la salle à manger de la cuisine, où se trouvait une porte pleine donnant sur le jardin et surmontée d'un long carreau garni de barreaux en fer. Là, l'étudiant dit devant Sylvie qui déboucha de sa cuisine: Monsieur Vautrin, je ne suis pas marquis,
et je ne m'appelle pas rastignacorama